Depuis le XIXe siècle, les expositions internationales et universelles se multiplient, témoignant principalement des progrès de l'industrie, des sciences et des arts. C'est dans ce contexte favorable qu'est née il y a 120 ans l'idée de créer à Nancy une grande manifestation. L'Exposition internationale de l'Est de la France ouvre ses portes le 1er mai 1909 et accueille durant 6 mois plus de 2 millions de visiteurs. À travers cette vidéo, réalisée en 3D, vous découvrirez ce que fut cette manifestation qui, grâce à son immense succès, contribua au rayonnement de Nancy. Depuis la place Stanislas, il était possible de se rendre à l'exposition en direction du sud-ouest, le secteur du parc Sainte-Marie. De nombreux voyageurs venus de toute la région et de Paris arrivaient à la gare de Nancy grâce à des trains spéciaux mis en service par la Compagnie de l'Est. En descendant la rue Jeanne d'Arc, les visiteurs accédaient à l'entrée principale au niveau de l'actuelle avenue Beaufranc. L'exposition s'étendait sur un vaste terrain, occupé de nos jours par Nancy Thermale, le parc Sainte-Marie et l'avenue Beaufranc. Plus de 2000 exposants participèrent à l'événement, 3 secteurs composaient le plan général. Nous allons les parcourir à la manière d'un visiteur de l'époque. Le premier secteur constituait l'entrée principale. Signalée par sa porte monumentale, celle-ci ouvrait sur une avenue accueillant le village alsacien, le village sénégalais et le palais des Beaux-Arts. Cette porte monumentale fut créée et offerte par les aciéries de Pompéi. Sa grande arche aux armes de la ville, ses 2 pylônes et ses décors évoquaient des pièces mécaniques. L'ensemble devait impressionner les visiteurs en témoignant du savoir-faire industriel et artistique du territoire. D'une certaine manière, le village alsacien devait rendre hommage à ce territoire perdu par la France en 1871. Un grand panneau peint en trompe-l'œil représentait un panorama des Vosges ainsi qu'un village alsacien. Il servait à relier l'ensemble des pavillons, offrant une immersion totale au cœur de l'Alsace. Le village avait été conçu sur le principe d'une enfilade de boutiques aux allures de maisons traditionnelles à pans de bois. Des entreprises alsaciennes et lorraines y faisaient découvrir leurs spécialités. La maison alsacienne, rare élément toujours visible aujourd'hui dans le parc Sainte-Marie, était une véritable ferme datant du XVIIIe siècle qui fut démontée, transportée et reconstruite pour l'événement. On y exposa l'art populaire alsacien dans des décors rustiques. Le palais des Beaux-Arts contrastait fortement avec le village alsacien. Destiné à accueillir la nouvelle école des Beaux-Arts après l'exposition, il abritait plusieurs salons. Le parc Sainte-Marie était occupé par de nombreux pavillons. Vu l'importance de cet espace, nous procéderons en 3 temps pour le découvrir. L'ensemble des promenades du parc démarrait depuis ce secteur. La grande esplanade permettait l'accueil de nombreux spectateurs lors des défilés, des parades et des concerts. On y trouvait essentiellement des attractions, des guinguettes, ainsi que des spécialités culinaires.
pour faciliter les interventions d'urgence dans le parc, mais aussi dans la ville, le pavillon des pompiers avait été établi dans ce lieu stratégique. L'allée principale était un des axes les plus fréquentés. L'inauguration officielle eut lieu le 20 juin, bien après l'ouverture du 1er mai. À cette occasion, Ludovic Bochet, le maire de la ville, Louis Laffitte, le directeur général de l'exposition, ainsi que Louis Barthou, le ministre des Travaux publics, étaient en tête d'un cortège très impressionnant. L'Art nouveau était un mouvement artistique très reconnaissable, qui s'inspirait de la nature et utilisait des formes courbes. Plusieurs pavillons furent dessinés avec ces formes douces et élégantes, comme celui de la Chambre de commerce et celui des magasins réunis. Pour que le succès soit total, il convenait aussi d'animer les 6 mois de présentation avec une atmosphère festive. Un souffle de vie capable de réjouir toute la population, d'approfondir sa cohésion et de l'encourager pour de nouvelles conquêtes. Il paraissait indispensable de consacrer une large part de l'exposition aux attractions susceptibles d'attirer la foule et en même temps de délasser ceux qui étaient venus pour étudier. La Lorraine est une terre riche de sources. Le pavillon des villes d'eau fut dessiné dans un style néoclassique et présentait les villes de Vittel, Contrexéville, Martigny-les-Bains, Plombières et Bains-les-Bains. Le journal de l'exposition paraissait 3 fois par semaine. En plus d'être une vitrine pour les curieux qui souhaitaient découvrir les secrets de fabrication, il constituait la mémoire de l'événement. Les organisateurs de l'exposition voulaient offrir une leçon de choses sérieuses et scientifiques, accessible à tous, qu'ils soient professionnels ou simples visiteurs. Il s'agissait de montrer le parti que les populations de l'Est avaient su tirer des ressources de leur pays et le résultat de 40 années d'efforts constants et de solidarité au service de l'œuvre commune. Le pavillon de l'école de Nancy fut construit majoritairement en béton armé et recevait de splendides collections propres à l'école de Nancy. Il est fort probable qu'il fut décidé à l'origine de le conserver après l'exposition. Six palais s'articulaient autour d'un jardin à la française, celui des fêtes, de la métallurgie, de l'électricité, des textiles, des arts libéraux, de l'alimentation, et un 7e en retrait, celui des transports. Ajoutons la présence de la ferme Lorraine et de la nouvelle source thermale de Lanternier. À l'origine, un grand et unique palais accompagné d'un château d'eau central avait été imaginé. On opta pour la séparation des palais, afin de mieux distinguer leurs thématiques et de limiter la propagation d'éventuels incendies. Le palais des fêtes était dédié au congrès,
concerts, conférences et à l'arrivée des défilés. Sa grande peinture colorée contrastait avec la blancheur des façades en stave des autres palais. Un sondage de plus de 800 mètres de profondeur, réalisé par l'architecte Louis Lanternier, a permis de découvrir une source thermale. Plus d'un siècle après le jaillissement de cette eau à 36 degrés, l'histoire se prolonge avec Nancy Thermal, qui ouvrira ses portes en 2023, revalorisant ainsi ce site historique. Ces façades furent conçues par différents architectes avec des variétés esthétiques, mais tout en référence à l'Art nouveau dans un souci de cohérence. Plusieurs curiosités étaient présentées ici et là, tel cet anneau réalisé pour le métropolitain de Paris. Le palais de la fée électricité. Sa porte à double ventail évoquait les ailes d'un papillon. Une centrale électrique autonome fut créée pour alimenter en partie l'exposition. Le palais de la métallurgie fut le plus vaste des palais. Son décor évoquait les hauts fourneaux, avec ses formes et ses bas-reliefs de flammes. Sa façade moderne, ouverte et rythmée, témoignait d'une certaine transition du style Art nouveau vers celui de l'Art déco. L'exposition internationale de Nancy aura su époustoufler les visiteurs par toutes ses merveilles. Mais un autre spectacle allait apparaître le soir.